précises à chaque fois, avant même avant même de discuter vraiment financement. Ensuite, après, il y a 3 chantiers qui sont plus internes à l'AFD. Un, évidemment, sur les impacts environnementaux. Donc, on passe, par exemple, maintenant, en agence, on passe les climatisations ou les éclairages, on les passe en chauffage, en éclairage solaire. Donc, tout ce qui est solaire, tout ce qui est compost, tout ce qui est réduction des voyages. Alors, un des problèmes qu'on a, évidemment, c'est qu'on ne peut pas trop réduire les voyages, parce que par définition, on a besoin de nos collègues du siège, ils doivent venir dans les pays, et ça, ils sont obligés de prendre l'avion. Enfin, ou alors, si on prend le train pour venir à Abidjan, on aura quand même, ils vont mettre du temps pour arriver. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, on suit ça en tout cas. On suit précisément tout ce qui est impact environnemental. Pareil pour les ressources humaines. Bon, là, je prendrai un exemple simplement, c'est le handicap dans l'entreprise. On a une certaine norme pour de personnes handicapées intégrées dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est très très suivi chez nous. Et puis après, quelle gouvernance pour cette responsabilité? Là, on touche le problème, la question du suivi-évaluation et du suivi-évaluation de tout ce plan. Donc ensuite, bon, ça c'est le cœur du sujet. Bon, là, je ne vais pas donc détailler, mais c'est un exemple du sous-détail que l'on a intégré dans chacun des 7 chantiers. Là, c'est tout ce qui est dialogue, redevabilité, transparence. Donc, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Dialoguer avec les partenaires, rendre la formation la plus accessible et transparente possible, et mieux évaluer les résultats et les opérations. Je dirais simplement un seul mot, parce que si vous suivez ce qu'on appelle le IATI, c'est-à-dire le standard maintenant pour la transparence de l'aide, vous verrez qu'on est très mal classé. L'AFD est très mal classé. Alors, j'anticipe la question, parce que ce sera peut-être une question. On est mal classé, simplement parce que on n'a pas encore adhéré à cette initiative. On soutient évidemment le principe de la transparence, qui fait que, mais en fait, on est quand même un cas un peu particulier, parce qu'on est une banque. On est une banque, ça veut dire qu'on est soumis au secret bancaire. Ça veut dire qu'on mélange, nous aussi, dans notre activité d'aide publique au développement, des subventions, mais des prêts aux États, des prêts aux entreprises. Donc tout ça fait que c'est un peu compliqué et que donc on avance, mais on y va. C'est un sujet quand même assez compliqué. Évidemment, ceux qui ont fait ça partait du sentiment que tout le monde accepte partager la transparence de l'aide. Simplement, quand on fait que des dons, c'est très facile. Quand on fait des prêts, ça devient un peu plus compliqué. Puis on fait aussi des prêts non concessionnels. Est-ce qu'il faut les mettre ou pas? Parce que parfois, on fait du non concessionnel, mais qui rentre dans l'aide publique au développement. Donc tout ça est compliqué. Donc on n'est pas très bon, on va s'améliorer, mais simplement, je voulais vous dire que c'est pas aussi ça. Ensuite, un autre exemple, c'est tout ce qui est éthique, sécurité financière. Donc là, on a une charte d'éthique, d'ailleurs, que tout le monde a reçue et accusé de réception et met en œuvre. Et puis, il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les responsabilités en termes de suivi, corruption, fraude, pratiques anticoncurrentielles. Je prends un exemple maintenant. Dans les dossiers d'appel d'offres que l'on va financer, dans les dossiers d'appel d'offres sur lesquels on donne des non-objections, il y a une obligation pour l'entreprise qui va répondre à un appel d'offres de signer ce qu'on appelle une déclaration d'intégrité. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est encore renforcé, parce que c'est quelque chose qui date de plusieurs mois, mais donc c'est pas très vieux. Une déclaration d'intégrité, je m'engage à ne pas pratiquer, ne pas verser de pots de vin, etc. Donc c'est quand même, vous voyez, très, très, très fort. Un troisième exemple, c'est du développement durable dans nos interventions, donc dans les projets qu'on finance. J'ai évoqué tout à l'heure, on évalue les risques environnementaux et sociaux, le classement des projets. Proparco, secteur privé, fait la même chose, a une unité dédiée à tout ce qui est environnemental et social. Donc suivi des risques, on fait faire, si ce n'est pas fait, des plans d'action d'impact environnemental et social. Et ensuite, dans les engagements avec l'emprunteur ou avec la contrepartie, on a un gros point qui concerne évidemment le suivi et l'engagement de mettre en œuvre les recommandations du plan d'impact environnemental et social. Et puis, contribuer au renforcement des capacités, puisqu'on y est, toutes les sociétés, toutes les entreprises ne sont pas au même niveau. On peut les accompagner avec des subventions pour mettre en œuvre ces diligences-là. Je prends un exemple, j'étais au Ghana, l'Agricultural Development Bank, banque de développement, on fait un prêt pour des petits planteurs d'EVA.
Et en fait, la banque elle-même n'a pas toutes les diligences requises. On a financé 50 000 € je crois, en subvention, avec cette facilité, renforcement de capacité de gouvernance, pour améliorer ces dispositifs de suivi environnemental et social. Je finis par 3 exemples, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, pour vous montrer comment on peut accompagner dans nos projets l'intégration des responsabilités sociales et environnementales. Ça, c'est un cas au Mozambique, d'ailleurs, c'est un projet qu'on a suivi dans le parc des Quelimbache, au nord du Mozambique. Un financement de 5 millions d'euros pour tout ce qui est discussion, appuyer les comités locaux, diffusion de bonnes pratiques au niveau des populations, réduction des conflits. Simplement, comme je connais la région, c'est extrêmement fondamental, cela, parce que tous les jours, si vous regardez les journaux, le Mozambique découvre des réserves de gaz dans ce coin-là, dans le coin là où il y a des réserves maritimes extrêmement importantes et où il y a un parc national. Donc l'intégration entre les découvertes gazières et la future exploitation du gaz avec les retombées sur la population locale, ou au moins l'intégration des populations locales dans les discussions sur les plans de développement, c'est un vrai sujet. Deuxième exemple, bon, ça c'est un prêt à l'Agence nationale des ports au Maroc, donc un gros programme d'investissement. Eh bien, on a accordé une subvention de 300 000 € pour définir le plan d'action environnemental et social. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour la banque au Ghana. Troisième exemple, c'est un barrage au Cameroun. Là, c'est aussi un financement donc, le plus conséquent de 7,5 millions d'euros pour tout le suivi rapproché du plan d'action environnementale et sociale, conseil à la maîtrise d'ouvrage et puis apporter une assistance technique au ministère des Forêts pour la meilleure gestion du parc aux alentours. Donc, vous voyez, une vision complètement intégrée des barrages. Voilà, donc j'en ai fini. Donc, à retenir, 7 gros chantiers, un énorme plan d'action qui prend en compte l'ensemble des considérations environnementales et sociales de l'entreprise, à la fois en interne, mais à la fois dans les projets que l'on finance, et puis des exemples concrets sur le terrain. Mais vous n'allez pas nous quitter, vous allez rester là. Le sujet relatif aux ONG, vous avez dit que vous êtes partenaire avec les ONG à qui vous faites des prêts. Je vous ai écouté religieusement. Alors, qu'en est-il de la collaboration avec les ONG nationales? Est-ce que ça existe et comment ça se fait? La deuxième préoccupation, c'est relative à la déclaration d'intégrité. Vous avez dit que vous avez inséré dans votre collaboration, dans vos mécanismes, une déclaration d'intégrité. Alors, je voudrais savoir quelle est la sanction lorsque cette déclaration d'intégrité est violée. Donc, on a un instrument. Ce que j'ai illustré comme cas, c'est les subventions que nous accordons aux ONG françaises pour des actions de développement dans les pays, notamment africains. Donc ça, c'est du don, c'est pas du prêt. Maintenant, pourquoi j'ai parlé d'ONG françaises? C'est parce que les ONG locales, les financements directs aux ONG locales, c'est l'ambassade de France, c'est le service de coopération et d'action culturelle qui dispose d'un fonds pour appuyer les associations ou ONG locales. Ceci étant, on a une très très importante action en faveur des ONG locales, mais pas en direct, via les projets que l'on finance. Comme vous le savez, quand nous finançons des projets, ce n'est pas l'AFD qui va signer directement avec un contractant. L'AFD signe une convention avec l'État et il est défini un maître d'ouvrage. Donc le ministère des infrastructures économiques si c'est une route, le ministère de la santé si c'est la santé, l'éducation si c'est l'éducation. Donc là, alors je n'ai pas voulu faire une présentation de ce que l'on fait ici maintenant dans le cadre de ce fameux C2D, dont beaucoup de monde ici sans doute a déjà entendu parler. Le contrat de désendettement et développement, C2D, donc c'est l'origine, c'est la conversion en don de la dette ivoirienne. Il y a une partie de la dette qui a été annulée de façon sèche par la France. Le complément n'a pas été annulé, il est converti en don. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire continue à rembourser et tout de suite après, on redonne le même montant et on discute avec le gouvernement de qu'est-ce qu'on va financer. Actuellement, on est en train de mettre en œuvre un projet de un C2D sur 3 ans de 630 millions d'euros, 430 milliards de CFA, dans 8 secteurs. Santé, éducation, agriculture, environnement, route, eau, développement urbain, justice. Donc dans tous les secteurs, on va appuyer à la fois du soft et du hard, renforcement de capacité des bâtiments, et à la fois des actions à décaissement rapide de tendance budgétaire,
d'appui budgétaire et des projets structurants qui vont se dérouler de façon normale, comme un projet normal. Si je dis ça, c'est pour que vous ayez en tête que dans ces actions-là, il y a énormément d'actions qui sont mises en œuvre par les ONG locales. Alors je prends un exemple, éducation. Éducation, les écoles qui vont être construites, il y a 116 écoles qui vont être construites. L'idée, c'est de les faire faire par des ONG locales. Pourquoi? Parce qu'elles ont le contact avec les populations, avec les communautés. Donc soit elles feront faire. Mais en tout cas, l'idée, qui n'est pas facile à mettre en pratique d'ailleurs, parce que pourquoi pas les entreprises, mais on a pour l'instant, on donne la préférence à des ONG locales. Pareil, la planification familiale. En fait, l'argent va être géré par deux associations de la société civile, AIBEF, Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIMAS pour le marketing social. Donc ça veut dire que l'État et nous, on a convenu que les mieux placés pour faire ces actions de planification familiale, ce sont des ONG locales. Ensuite, alors la déclaration d'intégrité, le contrôle, enfin les deux questions se rejoignent. Comment contrôler? Alors comment on contrôle nos projets? D'abord, il faut savoir qu'un projet c'est quoi? C'est des contrats. Et donc on est très lié au processus de passation de marché et on donne des non-objections à 3 stades. Un, sur le dossier d'appel d'offres. Et ça c'est important parce que dans le dossier d'appel d'offres, j'ai parlé de la déclaration d'intégrité qui est maintenant obligatoire, mais il y a aussi tout un tas de clauses environnementales et sociales où on dit il faudra que l'entreprise elle déclare ses employés, une sécurité de chantier, il faudra qu'elle mette en œuvre, qu'elle mette des... je dis ça parce qu'au Ghana on a connu ça, l'entreprise qui ne mettait pas suffisamment de bandes autour d'un chantier, des enfants qui jouent dans la mare creusée par les grues pour faire la route, et puis après un problème, et c'est allé même assez loin parce qu'il y avait eu des décès d'enfants. Donc là, c'est vraiment le cas qu'il faut à tout prix éviter, donc sécurité des chantiers, mais aussi réduction de la pollution. Enfin, donc dans les appels d'offres, il y a un énorme travail qui est fait sur cela. Et comment on contrôle? Trois non-objections. Dossier d'appel d'offres, proposition d'attribution du marché. On a le rapport fait par le maître d'ouvrage. Si on sent que ça ne va pas, on objectera. Donc on ne donnera pas l'accord. Et là, ça veut dire qu'on ne financera pas le contrat s'il est attribué à l'entreprise qui a été déterminée. Et puis, troisième non-objection, c'est sur le projet de contrat. Parce que le projet de contrat, il peut aussi mettre des clauses qui ne vont pas bien. Enfin, c'est là où justement il faut bien être sûr que les clauses environnementales et sociales seront bien intégrées dans le projet de contrat. Donc vous voyez, c'est déjà trois non-objections qui sont relativement fortes. Puis ensuite, après, il y a le suivi. Parce qu'évidemment, il faut suivre. Donc on a des missions de supervision des projets, alors aussi bien par l'agence que par nos chefs de projet qui viennent de France. Donc c'est... bon. Ce qui ne veut pas dire que tout est parfait et qu'on évitera tout, mais ce qui veut dire qu'on a déjà avec les non-objections les trois stades, puis ensuite la supervision, et on a aussi des audits. Donc on demande sur certains projets des audits, et puis on a ce qu'on appelle des évaluations ex post ou des évaluations à mi-parcours ou ex post, c'est-à-dire à la fin du projet, pour voir comment ça s'est passé. Puisque l'AFP est une organisation française, je voulais savoir comment elle prend en compte la charte RSE France-Afrique ou Afrique-France qui a été mise en place au Cameroun il y a quelques années. Alors la charte Afrique-France, je dois dire que là, je suis un peu sec pour répondre parce que je vais me renseigner, mais j'ai pas entendu parler de ça. En 2010, au sommet des chefs d'État au Cameroun, c'est là où les entreprises françaises et les entreprises africaines françaises ont donc mis en place cette charte, ont signé cette charte. Et il y a eu par la suite, en 2011, juillet 2011, une rencontre entre Business Africa, c'est toute l'Afrique, Business Africa et le MEDEF justement, pour voir dans quelle mesure justement, dans le développement des affaires en Afrique, il fallait intégrer donc toutes ces dimensions dont vous avez parlé tout à l'heure. Tout ce que je vous ai montré là, ça va complètement dans le sens de la prise en compte de la RSE dans chaque projet. En fait, il s'agissait simplement pour ces entreprises concernées de s'engager sur les 3 grosses questions relatives à la responsabilité sociétale. D'abord sur le plan économique, qu'est-ce que les entreprises se sont engagées à faire, entre autres,
à faire de la bonne gouvernance, donc à mettre en place des outils de gouvernance pour mieux gouverner les entreprises, entre autres, pour cette partie-là. Ensuite, sur le plan environnemental, elles se sont engagées à un certain nombre de choses. Faire en sorte que les impacts sur l'environnement soient réduits, entre autres. Et puis, sur l'aspect social également, par exemple, elles se sont engagées à recruter plus de la main-d'œuvre locale. Elles se sont même engagées à faire en sorte que 50% des dirigeants des multinationales, des filiales des multinationales françaises dans la zone, soient des dirigeants africains, entre autres. Donc, je donne juste quelques éléments des 3 grands chapitres. Je peux faire communiquer effectivement. On aura besoin justement de ces informations pour enrichir notre connaissance. Je pense que tout ça s'est pris en compte. Et d'abord là, ce que vous décrivez, c'est en fait une démarche des entreprises elles-mêmes. Donc c'est encore mieux. Et moi je vois beaucoup d'entreprises, je vois que les diligences environnementales et sociales sont maintenant, parce qu'on appelle la RSE ou la RSO, parce que la terminologie change. Bon, peu importe, on parle de la même chose. C'est de plus en plus important pour les entreprises. Enfin, les entreprises qui sont cotées en bourse, les entreprises multinationales qui travaillent dans le monde entier, elles sont obligatoirement, en tout cas moi, les Françaises, les entreprises françaises que je connais, elles ont des diligences extrêmement fortes, alors que ce soit des banques. Les banques, elles suivent tout ce qu'on a dit là sur la lutte anti-blanchiment, elles ont des diligences drastiques. Alors il y a aussi, derrière ça, il faut quand même rappeler que derrière ça, il y a un débat pour nous qui est extrêmement important, c'est, nous, notre aide est déliée. On s'est retrouvé parfois à financer des entreprises chinoises, des routes. Alors là, tollé général des entreprises françaises, comment l'aide, les sous français vont aller financer des entreprises chinoises? Donc tout ce renforcement des clauses environnementales et sociales, il est lié aussi un petit peu à ce débat-là, parce qu'une entreprise chinoise qui ne fait pas travailler la main-d'œuvre locale, qui importe toute sa main-d'œuvre chinoise, qui la paye avec des cacahuètes, ou du riz plutôt, et qui, en plus, cette main-d'œuvre, c'est, enfin, je ne voudrais pas dire trop de mal de nos amis chinois, mais, et puis de la main-d'œuvre qui est souvent des gens qui sont des prisonniers qu'on envoie sur des chantiers, etc., ça pose question en termes de RSE. Donc, la façon d'aborder cet aspect-là, c'est aussi une façon de remettre les entreprises qui, elles, font des efforts en RSE, de les remettre sur le fil de l'attribution des marchés, quelque part. Et donc, on est complètement solidaire de cela. Rapidement, sur l'implication des communautés, je voulais rajouter aussi que dans nos actions, j'ai cité l'agriculture. Dans l'agriculture, il y a beaucoup de composantes, dont une qui est extrêmement sensible ici, sur le foncier. Donc l'application de la loi avec les discussions, les communautés et à la fin, au bout de la chaîne, l'attribution des titres fonciers, c'est quelque chose que l'on va accompagner par le CED, où là, évidemment, les communautés et chefferies